22 juin 1940. L'armistice est signé à Rotonde. Le choix de Pétain n'est pas innocent. En refusant la simple capitulation, le nouveau président du Conseil a un objectif: mettre en œuvre son projet politique et idéologique, ce qu'on appelle la révolution nationale. « 24 octobre 1940, date tournante dans l'histoire de l'occupation, avec une image qui va rester gravée dans les mémoires jusqu'à aujourd'hui. La poignée de main entre Hitler et Pétain sur la ligne de démarcation à Montoire. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Pétain a choisi la collaboration. Il l'explique le 30 octobre 1940 dans un discours radiodiffusé, repris sur affiche. Je cite, c'est dans l'honneur, et pour maintenir l'unité française dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Poignée de main avec Hitler, ça ne pouvait pas passer dans l'opinion. Parce que autant l'image de Pétain, l'image du maréchal, l'image du vainqueur de Verdun était positive, autant la collaboration n'était pas acceptable. Comment imaginer que celui qui était le sauveur de la France était aujourd'hui celui qui serrait la main du dictateur, de l'occupant? Pendant 4 ans, le maréchal Pétain fut à la tête d'une vaste entreprise de conquête des esprits. On a gardé dans la mémoire nationale l'image d'une population adhérant massivement au culte et aux consignes du chef. C'est incontestable. Pourtant, au fur et à mesure, la société française a pris ses distances. Pour raconter cette histoire, nous avons exhumé des documents pour beaucoup inédits et sollicité des témoins qui souvent n'en avaient jamais parlé. On était autour du poste qu'on a entendu que le maréchal Pétain avait demandé l'armistice. Que j'ai vu mon oncle pleurer, oui. Qui avait fait la guerre de 14, oui. Alors cette fois-ci on a dit, oh ben, le maréchal c'est quelqu'un, enfin c'est le vainqueur de Verdun, mais c'est déjà quelqu'un parce que pour avoir pris la charge du gouvernement de la France dans des conditions comme ça, hein. Vichy c'était l'ordre établi. Autrement dit, c'était notre faute, ou la faute à la France, si la guerre avait été, la bataille avait été perdue. Donc on avait à ce moment-là, on était dans un contexte où on se rendait compte que finalement on était tranquille, on ne parlait pas d'autre chose que de subir. Je crois que je n'avais pratiquement aucun sentiment autre que celui de la honte de la défaite. Pendant 1 an, je pense, pratiquement 1 an, la France, ça a été ça. Rien. Des types assommés, groggy, incapables de réfléchir, de réagir, des types anéantis, un pays entier qui reçoit, un homme qui reçoit un coup sur la tête, il sait pas trop ce qu'il fait. Eh bien là, c'était un pays entier, c'est 40 millions d'individus. La France est divisée en 2 zones. Une zone dite libre et la zone occupée. Le maréchal Pétain fait le choix de la collaboration avec l'occupant. Il instaure un régime autoritaire et son gouvernement s'installe bientôt en zone libre à Vichy. Pierre Laval est son vice-président du Conseil. De Gaulle, c'était une certaine idée de la France. Pétain, lui, c'est une certaine idée de la défaite. Car pour lui,
et pour tous ceux qui l'entourent, la débâcle de mai-juin 1940 trouve sa source non pas dans des erreurs militaires, et pour cause, puisque Pétain lui-même est un militaire, non, la raison principale de cette débâcle est bien plus ancienne. Elle trouve sa source dans une forme de pourrissement de la société française. Reprenons les expressions de la propagande de Vichy. Une forme de délitement qui remonte jusqu'à la Révolution française peut-être, et qui renvoie à un complot. Un complot, c'est une thématique traditionnelle de l'extrême droite française, un complot ourdi par ce que Pétain va appeler les forces de l'anti-France. Le juif, le communiste, l'étranger, le franc-maçon. Dès lors, rien ne sert de dénoncer l'occupation. L'occupation est un symptôme. Il faut donc, pour sortir de la crise, régénérer la société française de l'intérieur, en excluant les éléments dits impurs, jugés responsables de la défaite, et en rassemblant les éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles. Travail, famille, patrie, piété, ordre. Autant de valeurs qui sont garanties, portées par le chef. Il explique aux enfants que l'effort doit être entrepris en commun et qu'aucun d'eux n'existe que par la famille, la société et la patrie, dont il reçoit avec la vie tous les moyens de vivre. Et par les routes de campagne, le maréchal s'en va porter aux vendangeurs du Beaujolais, dont la renommée a depuis longtemps débordé la France, son sourire, son regard limpide, ses paroles de réconfort, sa confiance. Alerte comme toujours, il montera dans les vignes pour prendre part un instant à ces vendanges de l'année de la Révolution nationale. Il se sent chez lui, chez les paysans qui ont l'instinct du travail nécessaire et la passion du sol, et dont il a dit que souvent leur regard paisible et décidé avait soutenu sa confiance aux heures difficiles. Et la mise en place de la propagande va prendre deux canaux différents. D'un côté, les services officiels, services de l'information, et de l'autre côté, des structures étatiques ou para-étatiques qui étaient toutes contrôlées par l'entourage immédiat du maréchal Pétain, par le cabinet civil, par son secrétaire particulier, par Ménétrel, Bernard Ménétrel, médecin et secrétaire particulier, qui, via une série de structures relais, va en fait avoir la main sur la propagande officielle. C'est en particulier le cas de la Légion. C'est la plus importante d'entre elles, la Légion française des combattants. Importante pour notre propos car elle sera d'une part le vecteur d'un contrôle social, politique très serré de la population et surtout des élites, des édiles, des maires, mais également un vecteur de la propagande officielle. Et voici la minute solennelle où, sur un geste de lui, le silence va se faire sur cette mer humaine. Combattants de 14 et combattants de 40, unis dans le même amour du sol natal, vont lui jurer leur fidélité à la France régénérée qui va renaître de leur ferveur. Je le jure de continuer à servir la France avec l'honneur dans la paix comme je l'ai servi plus tard. Très tôt, dès les derniers mois de 1940, toute une série de lois sont promulguées qui interdisent des professions, qui même la liberté aux juifs et en particulier aux juifs étrangers. Qui était à l'origine de ces lois? Était-ce, c'était bien sûr Vichy, mais était-ce d'initiative du régime de Vichy ou était-ce sous la pression de l'occupant?
Dans l'interrogatoire de Dumoulin de la Barthète, le directeur du cabinet civil de Pétain, un interrogatoire de 1946, donc au plus proche de l'événement, il explique, je cite, « L'Allemagne ne fut pas à l'origine de la législation anti-juive de Vichy. Cette législation fut, si l'on peut dire, spontanée, autochtone. » Mais mes grands-parents et mes parents ne m'avaient jamais dit que j'étais juive. Pour eux, c'était des juifs, encore une fois, russes chez ma mère, et russes aussi du côté de ma grand-mère paternelle. Jamais le mot n'était prononcé. Et tous les jeudis, on va dîner chez mon diadouchka, mon grand-père paternel. Et il me dit, ma petite fille, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un juif? Mais bien sûr, ils ont les cheveux frisés, ils ont les oreilles décollées, ils ont un grand nez crochu, ils sont avares, ils sentent mauvais, une horreur. Et il me regarde et il me dit, je vais te dire une chose, écoute-moi bien. Tu es juive, je suis juif, et Jésus-Christ était juif. Bon, Jésus-Christ, ça je m'en foutais complètement, mon grand-père, tant pis pour lui, mais moi, je me suis levée de table et je suis partie dans la rue. Hors de moi, hors de moi. C'est comme si j'étais passée devant une glace, tu vois, et que je me serais vue avec un nez épaté. Bon. Le lendemain, vendredi, je vais à l'école alsacienne et ça repart. Les youpins, les youtres. Tu ne peux pas savoir ce que c'était que l'atmosphère de cette bourgeoisie aisée, pas du tout intellectuelle, que des propos antisémites. Et j'arrive et ça repart sur les youtres et je leur dis, écoutez, vous pouvez pas dire ça devant moi parce que je le suis. Quoi? Oui, oui, ils m'ont dit hier, je suis juive. Oh, ma pauvre. C'est quand, fin 40 ou début 41, on a décidé d'exclure de l'armée les officiers, les juifs qui avaient un grade d'officier. Chez les hommes de troupe, on s'en est pas du tout occupé. Et quand nous avons vu partir certains donc, simplement parce qu'ils étaient juifs, ça a touché un peu tout le monde quand même, ça. Ça a posé des questions. On s'est interrogé. Mon père, qui avait pas fait vraiment la guerre de 14, puisqu'il avait été fait prisonnier dès le mois d'octobre, il était de cette génération où Pétain était, je dirais, par beaucoup de soldats, on lui était reconnaissant. Il y avait aussi ceux qui jugeaient Pétain sur le plan de ce qu'il avait été politiquement et qui n'oubliaient pas, moi je me souviens très bien parce qu'il y avait des débats entre ma mère et mon père sur cette question, qui n'oubliaient pas qu'il avait été le premier ambassadeur de France dans l'Espagne conquise par Franco. Bien sûr, d'abord le fait d'avoir à faire tamponner nos cartes d'identité. Il y a eu, je me souviens d'ailleurs à la maison, un débat, est-ce qu'il faut ou non se rendre pas aux invitations, aux règles, d'avoir à faire tamponner sa carte d'identité. Et puis après avoir discuté, on a discuté un peu en famille. Je crois que là aussi, papa et maman n'étaient peut-être pas d'accord, j'en sais rien. En définitive, on a fait tamponner nos cartes. Le bilan de ces premiers mois de la propagande officielle sont impressionnants. Une brochure de 32 pages, appel aux Français, 150 000 exemplaires. Une affiche, 3 couleurs, message du maréchal, 100 000 exemplaires. Appel aux Français, 100 000 exemplaires. Message du maréchal, 100 000 exemplaires. Et la fin 1940, on n'oubliera pas, bien sûr, le calendrier des PTT, 6 millions d'exemplaires. Et c'est important, pourquoi? Parce que, comme on le lit dans les observations notées en marge, 6 millions de calendriers distribués par les facteurs dans la zone libre portent, au lieu des vignettes habituelles, des photographies représentant le maréchal dans des scènes diverses. Cette francisque représente pour Pétain une rupture avec la République, une rupture avec la Révolution française, parce qu'elle fait référence, bien sûr, au passé franc. Ce serait une forme de reprise de la hache franque,
Et de même que Pétain a voulu rompre avec la devise républicaine liberté, égalité, fraternité en la remplaçant par le triptyque travail, famille, patrie, la hache franque fait l'impasse sur l'héritage révolutionnaire. Cette francisque a été attribuée, c'était un insigne, une forme de légion d'honneur, de nouvelle légion d'honneur, a été attribuée à quelques 2000 personnes. Ces 2000 personnes qui ont dû prêter serment à la personne du maréchal. Il disait je fais don de ma personne au maréchal comme elle a fait don de la sienne à la France. Dès l'hiver 1940, tous les petits écoliers de France ont été invités à adresser leurs vœux au maréchal, en accompagnant ces vœux d'un dessin personnel. Et nous avons reçu, j'ai perdu la réponse, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, on recevait une réponse individuelle. On camouflait un peu cette action de la propagande sous un aspect action caritative. On nous parlait beaucoup des prisonniers, l'entraide aux prisonniers, le secours national, et on nous faisait faire du porte-à-porte pour vendre ce type de photos du maréchal Pétain au profit du Secours national. D'ailleurs, ça figure au dos. Il est, je cite, le sauveur inespéré, la réincarnation de Jeanne d'Arc, le grand chef à qui on remet volontiers les destinées du pays en raison de son patriotisme et de son désintéressement. Son prestige grandit de jour en jour. Vichy ne va jamais créer vraiment une doctrine politique, il va y substituer la mystique du chef. Et comme les régimes italiens et allemands l'ont fait. Et on va en avoir la première manifestation dès le mois d'août 1940, puisque la République étant supprimée, on enlève tout naturellement les bustes de Marianne des mairies. Mais on ne se borne pas à enlever le buste de Marianne, on y met à la place le buste du maréchal. Et tout va se construire autour de la personne du maréchal. On va se livrer à une propagande extraordinaire qui va créer vraiment une sorte de religion, la religion du maréchal. Et je vais en avoir une manifestation très précise dans mon régiment, comme dans tous les régiments. Il arrive en 1941, ou printemps de 41, si ma mémoire est bonne, une circulaire de la division, comme dans toutes les autres, qui prescrit de créer à l'intérieur du régiment un coin pour la dévotion au maréchal. Aidons-nous les uns les autres. Sous le signe de l'entraide, les jeunes préparent activement les 4 journées de solidarité nationale. L'affiche est l'un des supports privilégiés par l'État français pour faire passer son message. Très rapidement, à partir du printemps 1941, les services de l'information vont mobiliser les compétences pour essayer de faire de véritables créations, des créations graphiques bien illustrées par une équipe, on l'appelle l'équipe Alain Fournier, dirigée par 2 très jeunes affichistes qui s'installent à Lyon, début 1941, et qui vont être à l'origine d'une soixantaine, 62 affiches exactement, entre 1941 et 1944. Et dans ces affiches vont être déclinées les valeurs de rassemblement chères au maréchal Pétain, des valeurs traditionnelles. Pour beaucoup d'ailleurs, ces thématiques s'inscrivent dans la longue durée, mais elles prennent sens dans le cadre de la Révolution nationale comme un groupe de référence, pour l'idéologie officielle. Les affiches qui nous marquaient, c'était moins les affiches contre les juifs, contre les marchands, parce qu'il y a toute une imagerie contre les juifs, par exemple, à ressusciter, là, on l'avait bien vu, puis pour Jeanne d'Arc, enfin, un truc comme ça, et contre les Anglais. Mais ce qui nous frappait beaucoup, c'était les grandes affiches rouges et noires où il y avait les exécutions.
Ça, c'était des affiches terribles qui étaient placardées partout, puisque c'était un peu la monnaie de la pièce rendue aux résistances. Il y avait un type abattu, on fusillait 10 types, ça c'était assez fréquent au fond ça. Et ça, évidemment, c'était des affiches terribles que on n'avait jamais digérées, quoi. Et voici une affiche qui est tout à fait illustrative de ce que voulait la propagande de Vichy. La référence est à l'histoire, une histoire qui remonte bien au-delà de la Révolution française, bien sûr, avec une référence à Henri IV, à Richelieu, à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, un élément central, évidemment, dans le dispositif. Pourquoi? Parce que le personnage va être récupéré de tous côtés. Jeanne d'Arc, c'est celle qui a bouté l'ennemi hors de France. Et donc son image va être récupérée par la résistance. Mais Jeanne d'Arc, c'est celle qui a bouté l'anglais hors de France. À l'appel du maréchal, toute la jeunesse de France participe aux cérémonies. À Rouen, où les Anglais ont brûlé Jeanne, les jeunes célèbrent la mémoire de celle qui sauva l'unité de la France il y a plus de 5 siècles. On va voir se créer aussi la religion des reliques. Par exemple, le maximum, je crois que c'est ça. Le maréchal aime beaucoup voir les forêts, parce que c'est la nature, c'est le retour à la nature. Et visitant une des grandes forêts, je ne sais plus si c'est Randan ou Tronchet, c'est l'une des deux, d'une part, le maréchal demande une hache et il fait une espèce de simulacre de bûcheronnage, et puis on baptise le plus important chêne de la forêt, le chêne Pétain. Et quand les gens se retirent, le public se rue sur les petits débris de bois qu'a fait le maréchal pour emporter ces petits morceaux comme des reliques. On va aussi donner son nom à un pic dans les Alpes. Bref, on est parti en plein délire. On trouve encore aujourd'hui la trace de cette forme de dévotion païenne, jusqu'à la caricature, symbolisant l'étroite association entre le régime et l'Église. À Casteljaloux, un vitrail d'époque rend hommage à 2 saints patrons, Saint Philippe pour Pétain et Saint François pour Darlan. Une francisque souligne, s'il en était besoin, la dimension politique de cette réalisation artistique. C'est aux jeunes qu'il s'adresse d'abord, en leur rappelant que le premier devoir est d'obéir, et que pour refaire physiquement et moralement notre race, la patience est aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage. Il les a groupés en compagnons de France, sous le signe du travail, de la discipline et de l'honneur. La jeunesse, en fait, était la cible privilégiée par le nouveau régime. L'encadrement de la jeunesse, c'est aussi trouver un moyen de pallier la suppression du service militaire. Et c'est justement ce que le général de la Porte du Teil va proposer à Pétain, avec la mise en place de ce qu'on a appelé les chantiers de la jeunesse. Ces chantiers vont regrouper jusqu'à 100 000 jeunes de 20 ans chaque année. Ils vont suivre une discipline quasi militaire, mais autour de ces chantiers de la jeunesse, on a une prolifération des outils de la propagande. Ma maman, qui était à l'époque institutrice ici dans une de ces écoles du centre-ville, la conférence de l'inspecteur primaire local
à l'automne 1940, donnant ses directives aux instituteurs, dit ceci, n'est-ce pas, éducation morale et civique de l'enfant. Pourquoi ce sujet? Sujet d'actualité, cause morale de la défaite. 1. Manque de décision et de volonté. 2. Manque de moralité. 3. Manque d'esprit national et de patriotisme. Il faut faire disparaître ces causes morales par l'enseignement, c'est par l'école qu'on peut y remédier. Ce rôle est-il possible à l'école primaire? 1. L'enfant n'est confié à l'instituteur que 6 heures par jour. Il y a l'influence de la famille. 3. Une grave lacune, absence d'enseignement postscholaire. Remédier à ces causes morales revient à réformer les mœurs. Il faut pour cela beaucoup de patience et de ténacité. Il faut sans cesse avoir présent à l'esprit cette formation morale. Alors, en dehors, effectivement, de l'importance donnée à tout ce qui était cérémonie d'ordre patriotique, et Dieu sait si le gouvernement de Vichy a été prodigue en la matière, puisque nous devions participer dès 40-41 à la fête du travail, à la fête de Jeanne d'Arc, qui avait remplacé le 14 juillet donc comme fête patriotique nationale, et aussi à la fête des mères. Après avoir visité l'exposition scolaire, le chef de l'État s'adresse en termes émouvants aux instituteurs qui représentent ici les écoles de tous les coins de France. Messieurs les instituteurs, je suis résolu à rendre à votre fonction la dignité qui lui revient. Je désire que vous soyez honorés et que les conditions de votre vie soient assez assurées pour vous permettre de les oublier en vous donnant à votre tâche. Et alors, il y avait bien sûr, dans le fait que tout le pays faisait la propagande de Pétain, il y avait un ministère de la propagande. Et là, on devait prendre les documents de propagande qui arrivaient de Vichy et qui passaient par tous les canaux de Vichy, puisque le maréchal Pétain régnait à la fois sur la radio, sur les journaux. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait qu'une radio. On allait là, on prenait ces documents, on se mettait en carré et puis on chantait l'hymne au maréchal Pétain, que c'est par cœur. Je peux vous le chanter si vous voulez, parce que la plupart des gens n'en connaissent plus les paroles, qui est maréchal. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égales de servir de Le scoutisme, dans ses chefs, a fourni l'encadrement des chantiers de jeunesse. Alors, les chantiers de jeunesse n'étaient pas une mauvaise invention. Ça avait l'avantage de soutirer ceux qui étaient dans les chantiers de jeunesse, et par conscription, hein, ils ne choisissaient pas forcément d'y aller, de ce que les Allemands voulaient en faire. Hein, c'était une manière de planquer des jeunes. Mais alors là, ils étaient... vraiment, il y avait, sinon un lavage de cerveau, du moins une propagande tous les jours. Et les chefs étaient des scouts, des grands scouts, je n'aimerais pas. Il y avait un général, il y avait un Michelin, vous voyez le genre de gens qui étaient quelque chose dans les chantiers de jeunesse. Effectivement, là, on instillait dans les consciences le virus, hein, le virus maréchaliste. Je suis persuadé qu'il y a une propagande invisible qui vous enveloppe. Le pétainisme nous arrivait à travers l'Église, mais pas directement. Et du reste, à qui arrivait-il directement? Il n'y avait pas d'organisation comparable à la Hitlerjugend. Il y avait effectivement des jeunes qui ont été miliciens et qui eux étaient accessibles directement à la propagande. Moi, j'étais trop jeune pour ça. Alors, si j'étais arrivé jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait, évidemment. Rien ne vaut un lien direct entre le chef lui-même et le peuple. C'est bien l'objet de ces voyages qui vont se succéder entre l'été 1940 et l'automne 1942, quand les Allemands entreront en zone sud.
Si l'on prend l'exemple du voyage de Marseille, il a pris 1 mois de préparation. 1 mois où toutes les autorités ont été mobilisées. Le préfet, les églises, les notables, les écoles aussi. Car les enfants seront toujours présents au cours de tous ces voyages. Comme le signe d'une France bientôt régénérée. À Auch, à Agen, comme à Marseille ou à Lyon, le maréchal Pétain suit un itinéraire très balisé. Il ne faut pas oublier la première visite de Pétain, qui m'a beaucoup impressionné. Alors ça, j'étais en 10e. Alors on nous a organisé en randonnion, on nous a donné des petits drapeaux, on répétait Maréchal nous voilà, je chantais Maréchal nous voilà, et puis on a été accueillir Pétain sur les allées du Maréchal Pétain à Tarbes, c'était le grand jardin. Moi ça me semblait immense. Maintenant quand je suis retourné à Tarbes après la guerre, j'ai l'impression que c'était un mouchoir de poche, et moi ça me semblait des hauts lieux. J'avais été très impressionné enfant par toute la décoration qui avait été mise en place, qui avait été mise place de Verdun pour accueillir Pétain. Enfin, je veux dire, il y avait la foule, quoi. Les enfants des écoles et tout, vive Pétain, le petit drapeau que j'agitais. Bon, je ne comprenais pas très bien. Je racontais ça dans ma famille en disant que j'avais crié vive Pétain, que j'avais agité. Je ne comprenais pas pourquoi on faisait la gueule. J'étais étonné. Eh bien, je veux vous dire, ça va peut-être vexer certaines personnes. Les gens ont été contents. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Car tout le monde, quand Pétain est arrivé, on a dit « Vive Pétain », comme si De Gaulle était arrivé, on aurait dit « Vive De Gaulle ». À Nérac, où Henri IV passa une partie de sa jeunesse et d'où l'amiral Darlan est originaire, le maréchal Pétain recevra les hommages chaleureux d'une population qui n'a pas oublié les leçons de son histoire et d'où la France a toujours tiré des capitaines, des hommes d'État et des soldats. En 1940, j'avais 17 ans. Le voyage de Pétain en Irak, Darlan venait chez lui. Il est arrivé dans une voiture qui était une DS, une belle voiture à ce moment-là. Et alors il est arrivé, il a salué, tout ça. Ça n'avait rien de particulier. Et après, il est monté sur une petite estrade. Et là, français, française, je me suis donné à vous. Enfin. Notre école, étant une école du centre-ville d'Agen, a été immédiatement mobilisée pour préparer la visite du maréchal Pétain le 30 août, si je me souviens bien, 30 août 1941. Eh bien, là aussi, j'ai une anecdote. Le 30 août, les élèves des écoles, nous étions en vacances, bien sûr, c'était les vacances d'été. Eh bien, pour préparer la visite du maréchal Pétain, les instituteurs de notre école ont fait du porte-à-porte et sont venus, bien sûr, prévenir nos parents qu'il fallait que le jour de la visite de Pétain, nous soyons présents dans la cour de notre établissement scolaire de manière à constituer la brigade des acclamations. Et je puis vous dire, j'ai vu le maréchal Pétain comme je vous vois à quelques mètres. Et nous avons tous eu l'impression que l'on nous présentait un mannequin empaillé. Il était trop beau pour être vrai. Il était magnifique dans son uniforme kaki avec son képi de maréchal à feuilles de chêne, mais on voyait visiblement, n'est-ce pas, malgré ses yeux bleus de porcelaine, qu'il était maquillé, cet homme-là. Et puis on le tenait par le bras. Non, mais je l'ai vu à 3 mètres. Alors, donc, c'est un souvenir que l'on n'oublie pas. En février 1941, nous entrons dans une deuxième phase de l'histoire de l'information et de la propagande sous Vichy. Darlan est appelé à la vice-présidence du Conseil.
Laval a été écarté quelques mois plus tôt, et Darlan lui-même fait appel à Paul Marion pour prendre le contrôle des services de l'information et de la propagande. Personnage original que ce Paul Marion, et très compétent dans ces sujets puisqu'il s'occupait déjà de propagande dans les années 20 au sein de la direction du Parti communiste français. Il tourne ensuite Casaque et au milieu des années 30, il va mettre ses compétences au service du Parti populaire français, ce parti de Jacques Doriot, un parti d'extrême droite très influencé par le modèle italien. Et le voilà donc aux affaires sur ses compétences en février 1941. La politique de Paul Marion vise à un encadrement total de la société. Le plus important est dans ces images d'actualité qui seront également diffusées avant tous les programmes de cinéma et qui porteront en quelque sorte la parole du maréchal, la parole de l'État français. On s'explique ainsi ces contrats signés avec Pathé Cinéma, qui a la responsabilité de la production de ces images d'actualité en zone sud entre 1940 et 1942. Mais il faut savoir que c'est peut-être dans ce domaine que la collaboration est allée le plus loin. Très rapidement, un accord se fait entre les deux pour que des images passent de l'un vers l'autre, du nord vers le sud, du sud vers le nord. Voilà pourquoi, aussi en zone nord, on a pu voir des images des voyages du maréchal Pétain. Cette collaboration s'accélère. En 1942, on entre dans une nouvelle phase. Il y a tout simplement une fusion entre les deux structures qui vont donner France Actualité. À Paris, M. Paul Marion, ministre de l'Information, et son Excellence M. de Brinon inaugurent l'exposition anti-bolchevique en présence du ministre Schleyer et de nombreuses personnalités. Et dorénavant, au nord comme au sud, on voit les mêmes images d'actualité avant le film, où se retrouve un mélange curieux entre la propagande de Vichy, la propagande de Pétain, et celle du Nord, celle des Allemands, celle des collaborationnistes. Cette manifestation à laquelle ont participé la plupart des nations européennes est destinée à combattre les mensonges qui, selon le mot du maréchal Pétain, nous ont fait tant de mal. L'esprit animant cette exposition est le signe de notre solidarité. Souhaitons voir là une promesse que la France se fera dans l'Europe nouvelle une place digne d'elle. 17 mai 1941, samedi. Collaborer avec les Boches, ah non. Je ne collabore pas, moi, jamais. Non, jamais avec nos ennemis. Papa est rentré dans une colère après le maréchal Pétain, lui le vainqueur de Verdun, je ne suis pas contenu non plus. Il a dit, il s'agit pour vous Français de me suivre sans arrière-pensée. On ne peut pas s'empêcher d'en avoir une grande arrière-pensée. Les indices qu'il y a quelque chose que le maréchal ne peut pas nous dire, je me raccroche à cet espoir. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne des esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Un véritable malaise atteint le peuple français. Je vous jette un cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal à la France. Nous sommes le 22 octobre 1941. C'est la réponse officielle de Philippe Pétain à l'exécution d'otages pris dans les camps d'internement par les Allemands, avec la complicité de Vichy, en réaction à une série d'attentats individuels lancés par le Parti communiste depuis l'été 1941. C'est un moment crucial, un moment tournant en quelque sorte dans l'histoire de l'occupation. Et pour ce qui nous occupe,
dans l'histoire de la propagande de Vichy, car dès lors, la propagande n'arrive plus à embrayer sur la société française. La France des années noires, c'est la France des restrictions, c'est la France des pénuries, c'est la France qui a faim, c'est la France qui a froid. C'est important parce que, au bout du compte, toutes ces affiches signalent quoi? Signalent la réalité du phénomène, elles ne le nient pas, et elles signalent, au bout du compte, l'échec. L'échec de la propagande officielle, et aussi dans la dénonciation de tout ce que le français va pouvoir utiliser pour se sortir d'affaires, ce qu'on appelle le marché gris, la débrouillardise en quelque sorte, le système D, le citadin qui va à la campagne essayer de trouver un poulet, quelques œufs, et puis bien sûr le marché noir, c'est-à-dire l'organisation même du trafic, dénoncé par cette affiche très connue de l'équipe Alain Fournier, marché noir, crime contre la communauté. Il faut dire que le peuple a commencé à avoir faim, a commencé à voir dans les campagnes les gens qui venaient depuis Montbéliard en vélo au ravitaillement. C'était oh. Vous savez, les Français, ils ont eu faim, moi je dis ils ont eu froid, et puis ils ont eu peur. Parce qu'on vivait, on avait toujours peur. Hein. Mais on avait cet espoir, on écoutait Londres, c'était De Gaulle nous délivrerait un jour. Bien sûr, ça ne pouvait pas se passer au bout d'un an, il fallait préparer le débarquement. Quand l'Amérique est entrée en guerre, le moral a remonté. Hein. On a dit qu'il va fournir du matériel. Mais ça, les gens ont quand même été malheureux. Hein. En ville, à la campagne aussi. Puis après, il y a eu les arrestations, les choses comme ça. On vivait dans la peur. J'étais à l'école à Budos et on avait eu un goûter soi-disant le goûter offert par le maréchal. C'était la publicité. Donc alors la grande photo du maréchal au-dessus de l'estrade de l'institutrice, et on avait eu des boissons et du chocolat, chose extrêmement rare à l'époque parce que ça n'en voyait pas beaucoup la couleur, et on chantait Maréchal nous voilà, oui, la chanson du maréchal. Et on passait un après-midi, comme je ne sais pas ce qu'ils nous avaient donné, d'ailleurs quelques gâteaux secs, et puis je me souviens du chocolat, parce que ça c'était tellement le chocolat. Chocolat. C'est un souvenir. Ah oui, c'est un souvenir de manque, surtout. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore. Pour savoir si le gouvernement de Vichy était écouté, entendu par l'opinion française, on ne dispose pas évidemment de sondages d'opinion. Impossible non plus de s'appuyer sur la presse. La presse est sous contrôle, la presse est censurée. Pour savoir ce qu'il en est, Vichy disposait d'un outil, d'une richesse exceptionnelle. Il s'agit de statistiques établies d'après la correspondance. Quelle correspondance? La correspondance envoyée par les Français. 300 000 lettres étaient ouvertes chaque semaine en 1941 dans la zone sud, par le service civil des contrôles techniques. On en ouvrira plus d'1 million chaque semaine en 1944. Lettres ouvertes par qui? Par les services donc de la censure, installés où? Dans les bureaux de poste, bien sûr, les lettres étant décachetées délicatement, ouvertes, lues, contrôlées, remises dans l'enveloppe, l'enveloppe étant refermée et envoyée au destinataire. Semaine après semaine, on pouvait donc avoir une idée de l'évolution de l'opinion française au travers de centaines de milliers de lettres qu'ils s'échangeaient.
non seulement il y a beaucoup de lettres qui évoquent Pétain, mais du début à la fin, de 40 à 1944, on tourne toujours autour de 85, 90, 95% d'opinion favorable. Le ravitaillement est là une obsession des Français. On le sait et on le lit. On le lit dans les rapports. Vive recrudescence des plaintes concernant le ravitaillement, rareté et cherté excessive des légumes frais, absence des pommes de terre, insuffisance de la viande, des fromages, des matières grasses, mauvaise répartition du vin, mauvaise qualité du pain. Bientôt un premier rejet, ou du moins de premières critiques. Des critiques qui vont viser très vite le gouvernement et qui atteindront, à la fin de la période, le maréchal Pétain. Vichy a vite fait de trouver des responsables à tous les maux. Ce sont les juifs et les communistes, toujours bien sûr. Ce sont aussi les derniers dirigeants de la Troisième République contre lesquels, au début 1942, s'ouvre un procès qui se veut exemplaire. Pétain les accuse d'avoir conduit la France au désastre par impréparation. Ce procès s'ouvre à Riom le 19 février, avec sur les bancs des accusés Léon Blum, Paul Reynaud, Édouard Daladier. Vichy pense ainsi au fond renforcer la légitimité de son régime. Du Portalet à Riom, chemin de la justice. Non loin d'Urdos, paisible village près de la frontière espagnole, se dresse le fort du Portalet, où étaient détenus depuis le mois d'octobre les principaux responsables de notre défaite. Dans la vieille cité de Riom, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno prononcera son réquisitoire. Le poids des dossiers atteint 800 kilos. Les ouvriers ont pris possession de la salle des débats. Ici seront les accusés. Ici les juges. Vers la maison d'arrêt, la France entendra bientôt sonner l'heure de la justice. On en trouve trace des problèmes posés par ce procès dans le témoignage qu'a apporté juste après la guerre Dumoulin de la Barthette. Alors qu'il était directeur du cabinet civil de Pétain, donc le bras droit du maréchal Pétain, il raconte les contradictions même de ce procès. Dire que ces dirigeants de la Troisième République étaient responsables de l'impréparation à la guerre s'inscrivait parfaitement dans le discours officiel propagandiste du régime de Vichy. Mais en revanche, était inacceptable pour les Allemands, puisque la France était l'ennemi. C'est ce qu'Hitler a très bien compris, et c'est pourquoi les Allemands interviennent pour faire clore le procès. Un conseiller juridique d'Hitler vient trouver le maréchal Pétain et lui fait connaître que son chef souhaitait la fin du procès. Avril 1942. Les Allemands font pression auprès de Vichy pour que Pierre Laval revienne au pouvoir. En novembre, les troupes allemandes envahissent la zone libre. En quelques mois, la rupture est irréversible entre l'opinion et le régime. Laval est détesté. Hitler a besoin de main-d'œuvre. Il a besoin de main-d'œuvre parce qu'il pensait en terminer depuis longtemps avec l'Union soviétique. Or, il est bloqué à l'Est. Il doit donc faire appel, toujours plus, à des soldats qu'il envoie au front. Et ces soldats doivent être remplacés, à l'arrière, par des ouvriers français. Après un voyage de plusieurs jours, mobiliser des vieilles classes, pères de famille, enfants de familles nombreuses, paysans de tous les terroirs de France, retrouvent le visage, le sol et l'atmosphère de la patrie. Ils se retrouvent chez eux, ils se retrouvent chez nous. Et c'est Compiègne, où déjà sur l'autre quai, les attendent des ouvriers volontaires partant pour l'Allemagne, les artisans de la relève. Émouvante minute de fraternité française. Et il y a enfin
eh bien, le service du travail obligatoire, beaucoup mieux connu, promulgué par une loi du 16 février 1943 et qui impose à des classes d'âge le travail en Allemagne. On procède à un recensement général portant sur tous les Français du sexe masculin qui sont nés entre 1912 et la fin 1921. Et c'est à partir de ce recensement qu'on pourra imposer des transferts importants de main-d'œuvre en Allemagne. Mais pas de propagande. Nous y rencontrerons des obstacles. Pour les franchir, il nous suffira de nous inspirer toujours de l'exemple que nous donne le grand soldat qui préside aux destinées de notre patrie. Vive la France! Vive le maréchal! Vive le Val! J'ai fait partie de la classe 42 qui a été pour les 2/3 à peu près partie en Allemagne pour le service du travail obligatoire, ce qu'on appelle nous les déportés du travail. En février 1943, on a commencé à parler de réquisition et donc à ce moment-là, les choses se sont plus ou moins envenimées, je dirais, sur le plan national. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle un changement quand même qui est intervenu. Quand il s'est agi des réquisitions des jeunes, il y en est quand même parti 650 000 réquisitionnés, dont une soixantaine de mille ne sont jamais revenus. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que, comment dirais-je, l'esprit maréchaliste, je dirais, a commencé à s'atténuer. On va dire après tout, mais c'est pas lui qui détient la vérité. Je pense que c'est à partir de 1943, c'est à ce moment-là d'ailleurs, que grâce justement aux réfractaires qui ont pu échapper à la déportation du travail, que les maquis ont commencé à se constituer. Mais auparavant, jusqu'à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on était anti-maréchal. On était pour la paix, pour la tranquillité. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que finalement, et puis ça avait avancé, comment dirais-je. L'arrestation des Juifs, alors cette fois-là, on n'était plus du tout pétainiste, hein. Plus du tout. Hein. On disait il est âgé, ou bien il ne peut pas faire comme il veut, il n'a pas de liberté, puisque les Allemands quand même, hein, gouvernaient, lui, s'il gouvernait la France, oui. Mais quand même, enfin, je ne sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais quand il parlait, c'était vraiment contre Londres, contre le général de Gaulle, contre les Alliés, contre tout ça. Là, il était vraiment contre, hein. Il y a eu des arrestations d'étrangers qui étaient réfugiés à Nice, déjà avant septembre 1943. Mais du jour au lendemain, on peut dire le 8 septembre, date à laquelle les Italiens quittent la région, enfin il y a l'armistice, le jour même, on commence les arrestations. On commence l'arrestation, mais là, je dois dire que ce sont des arrestations qui sont faites directement par la Gestapo. Alors, il y a probablement des miliciens qui les aident, qui les accompagnent. Enfin, c'est très largement tenu en main par la Gestapo. Enfin, à ce moment-là, très rapidement après, je ne vais plus en classe, comme je l'ai dit, et on corrige quand même mes copies. Je vais tout de même passer mon bachot. Ce qui peut-être était d'ailleurs très, très imprudent. Même Suard, c'est lui, en tant que chef, à l'époque, de l'épiscopat français, qui est allé porter à Vichy une lettre de protestation quand les Juifs ont été déportés en masse. Et quand il y a eu quelques exactions, par exemple des enfants juifs qui avaient été recueillis par des religieuses ou des religieux ou des collèges, bah c'est le cas du petit Lustiger, n'est-ce pas? Quand les Allemands tombaient là-dessus, ou la milice française, ces enfants-là ont été déportés. Le cardinal Suard, au nom de l'épiscopat, a été déposé une protestation officielle. Mais il l'a fait dans les termes, d'une manière également officielle.
C'est comme si un ambassadeur allait dire à l'autre « je ne suis pas d'accord avec la politique de votre pays ». Et ça n'a pas plus d'effet qu'une intervention diplomatique. 5,2 millions de postes TSF en France en 1940. C'est dire l'importance de ce média, d'autant plus que s'ajoutent l'écoute collective, au café, dans les villages. C'est dire aussi l'enjeu que ça représentait pour la propagande officielle, d'autant plus qu'il y avait concurrence. Il y avait concurrence parce que, à Londres, la BBC émettait vers la France et que les Français écoutaient de plus en plus nombreux la radio britannique, la radio de la France libre. Un enjeu donc pour Vichy, et peut-être l'homme qui le symbolise le mieux, c'est Henriot. Henriot, qui tient les manettes de l'information à partir de 1944, Henriot, le milicien, Henriot, l'orateur, Henriot qui, plus que les autres encore, savait l'impact que pouvait avoir une émission de radio. Ceci ne fait en somme que confirmer l'opinion générale lorsqu'elle assure que l'Angleterre, comme Carthage, sera exactement détruite. Vous qui m'écoutez, vous choisirez entre les deux formules. Je ne puis croire que vous cherchiez dans le bain de haine où les communistes veulent vous plonger par la calomnie, le mensonge et le meurtre, la régénération de la France blessée, et peut-être l'excès même des violences de la haine vous aidera-t-il à vous convertir à l'amour et à la réconciliation. Ce milicien, cet homme proche des Allemands, cet homme qui veut utiliser les services de l'information pour porter en quelque sorte la guerre contre les résistants, va non seulement développer des chroniques régulières dans la radio nationale, mais également, et c'est un fait nouveau, utiliser le direct pour rendre compte des combats contre les maquis. Et c'est très logiquement que la résistance, constatant le danger, va cibler Henriot. La résistance a peur d'Henriot, la résistance exécute Henriot. Le maréchal a 88 ans. Et à Vichy, la traditionnelle cérémonie des couleurs paraît en ce matin d'avril plus émouvante encore. Août 1944, quelques jours avant la chute du régime. Pétain demande à Paul Cressel, ancien secrétaire général à la propagande, de lui écrire un discours testament. Un discours qu'il ne prononcera jamais. Et pourtant, un discours qui restera dans les mémoires, indirectement. Car si Pétain a construit son mythe tout au long de la guerre, il va construire son mythe d'après-guerre alors que la France n'est pas encore libérée. En effet, dans ce document inédit, il explique les raisons de son engagement au moment de la défaite, il explique les raisons de l'armistice, il explique aussi dans quelle position il se situe. C'est comme une passation de pouvoir, c'est comme une légitimité, celle de Pétain, qui passe la main à la légitimité de De Gaulle. Une complémentarité, en quelque sorte, cette complémentarité qui sera comme le fil rouge de tous les discours pro-vichistes d'après la Deuxième Guerre mondiale et qui se trouve déjà dans le texte de Cressel, qui n'a jamais été prononcé par Pétain. Je lis. « S'il est vrai que De Gaulle a levé hardiment l'épée de la France, l'histoire n'oubliera pas que j'ai tenu patiemment le bouclier des Français. » 17 août 1944, Hitler ordonne que Pétain soit emmené de force en Allemagne. Il a utilisé la popularité du maréchal,
C'est dire si la propagande de Vichy a marqué les esprits. Elle a repris les thèmes traditionnels de l'extrême droite française, des idées bien de chez nous en quelque sorte. Mais les Allemands avaient leurs propres objectifs, piller les richesses du pays, sécuriser les troupes d'occupation, puis mettre en œuvre la solution finale. Le culte du chef a donc fonctionné comme un écran de fumée au service de l'occupant nazi.